Oui, ça va, d'accord. Mais écoutez, après d'avoir fait le tour de la planète, je vous propose de revenir un peu plus près de chez nous, puisqu'on m'avait demandé de parler à l'origine du Maroc puis de la Méditerranée. Donc le Maroc étant au centre de la Méditerranée, ça nous permettra de voir les deux aspects d'un coup, si je trouve comment faire les... Voilà. Donc je vous propose de couvrir 4 points. Une petite réflexion un petit peu sur les marchés mondiaux de l'énergie, bien qu'on l'ait pas mal couvert déjà, mais peut-être que je donnerai quelques perspectives supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe sur la rive nord de la Méditerranée en termes de l'Europe et sa politique énergétique? Je dirais plus que politique énergétique et climatique, parce que comme on le sait, l'Europe n'a jamais eu de politique énergétique commune. Qu'est-ce qui se passe autour de dans la région plus près de chez nous, dans le Moyen-Orient, Afrique du Nord et surtout dans la région Maghreb, en termes de transition vers des trajectoires basse teneur carbone? En français, on est obligé d'utiliser le mot teneur. Je vois que dans le programme, on nous a mis bas carbone. Ça marche en anglais, low carbone, mais en français, il faut basse teneur carbone. Et finalement, comment l'intégration régionale des marchés de l'énergie, mais surtout l'électricité, et pas juste la coopération, peut aider dans ce processus. Alors, en ce qui concerne les marchés mondiaux de l'énergie, il y a un certain nombre de bouleversements, si je peux appeler, disons, de changements. On peut avoir un peu l'impression qu'on est à un turning point, un point d'inflexion. Alors, la question, c'est est-ce que le pétrole va rester cher? Je dirais que depuis 2-3 ans, on dit, voilà, c'est acquis, le pétrole va rester cher. Il suffit qu'on le dise pour qu'il commence à y avoir une certaine détente sur les marchés. Donc, il y a eu une petite baisse de 20-30 $ du baril. J'ai entendu dire 150, 100. C'est quand même élevé par rapport à ce qu'on a eu, même si on nous a dit que 150, ça serait bien dans le long terme. C'est élevé par rapport à ce qu'on avait dans les années 80 et début des années 90. Mais je pense que ce qui est différent avec un certain nombre de nouvelles sources d'hydrocarbures, surtout gaz naturel, ils vont en parler, mais aussi dans le pétrole, on n'a pas la même psychose de pénurie qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'on a appris à vivre avec un pétrole cher sans dire que c'est un choc et que c'est inacceptable et inabsorbable. Alors, le point peut-être très nouveau avec ces nouvelles sources, c'est que l'OPEP sera plus dominant sur la scène pétrolière mondiale. Dernier rapport de l'AIE, enfin le nouveau est en préparation, va pas tarder à sortir, mais le dernier rapport de l'AIE dit que les États-Unis seront le premier producteur de pétrole dans le monde devant l'Arabie Saoudite en 2020. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'OPEP est forcément plus dominant, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le même poids qu'avant. Bon, le gaz naturel, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, et ça vient partout. On se demande d'ailleurs si c'est une menace pour les renouvelables et pourrait soit empêcher un futur basse teneur carbone, soit être au centre de ce futur basse teneur carbone. Suivant ce que vous lisez, il y a un point de vue différent sur le gaz naturel. C'est assez intéressant. Et on dit, oh, c'est une concurrence aux renouvelables, mais en fait, c'est un très bon complément. On va le voir tout à l'heure. Mais le point important, c'est qu'on commence dans pas mal de régions du monde à assister à un découplage des prix du gaz naturel de ceux du pétrole, alors qu'on avait une habitude, c'est que les deux allaient de pair. Il n'y a que l'Europe qui n'a pas encore tout à fait compris ça, mais ça ne va pas tarder à arriver. Et je pense qu'en Europe, quand il y a ce qu'on appelle les price reviews, on va assister à un décuplage. L'énergie nucléaire, je pense qu'on en a largement parlé. Des réactions suite à Fukushima, bien que les réactions soient différentes d'un pays à l'autre. Il n'y a que la France qui hésite suivant un jour ou l'autre. Mais enfin bon, c'est normal, c'est entre l'Angleterre et l'Allemagne géographiquement, donc ça permet d'hésiter entre les deux. Et l'Europe, le quatrième point ici devrait parler de la décarbonisation du secteur électrique en Europe, parce que l'Europe a un objectif de réduction d'émissions de dioxyde de carbone, enfin de tous les gaz à effet de serre, de 85 à 95% à l'horizon 2050, qui passe nécessairement par une décarbonisation complète du secteur électrique. Ça, on l'a bien dit, basse teneur carbone, les 2 degrés, ça passe par l'électricité et la décarbonisation du secteur de production d'électricité. On ne peut pas y échapper. Il y a quelques certitudes, c'est que la consommation d'énergie croît.
ça on n'a pas réussi encore à infléchir cette tendance, bien qu'on entende partout que la forme d'énergie la moins chère, c'est bien celle qui ne la consomme pas, l'efficacité énergétique. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui savent le faire, à part l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne est sur les champions de l'efficacité énergétique, surtout après leur décision de sortir du nucléaire. Et alors cette croissance, ce qui est important, c'est qu'elle est essentiellement dans les pays non OCDE, puisque dans la plupart des scénarios qu'on peut voir, de l'AIE, l'OME, ce que vous voulez, vous avez une stabilité dans les pays de l'OCDE, mais bien sûr, c'est les grands pays émergents, mais aussi les pays en développement. C'est en partie dû d'ailleurs au fait qu'on subventionne l'énergie de manière très importante. On n'arrive pas à se décider à supprimer les subventions produits pétroliers. Donc, comme je disais, en Europe, il y a l'Europe est en train de revoir ses objectifs. Alors, je parle énergétique ici, mais il y a une nouvelle communication, je pense que vous l'avez toutes vue, pour une consultation sur un nouveau cadre de politique pour la politique climat et énergie à l'horizon 2030. Il y a quelques objectifs non contraignants. Pour le moment, c'était 2020. 2050, il y a un objectif de décarbonisation du secteur électrique, de réduction de 85 à 95% d'émissions de CO2. Mais ce qui manquait, c'était les objectifs intermédiaires de 2030. Donc, il y a environ 3 semaines, je crois, la Commission européenne a lancé un processus de consultation sur ces objectifs à l'horizon 2030, en liant la question climatique et énergétique, ce qui est intéressant parce qu'évidemment ça va ensemble, mais si vous avez ces deux entités différentes dans la Commission européenne, donc c'était pas évident. Et c'est aussi pour une fois parler d'une politique européenne de l'énergie, parce que jusqu'à maintenant, Bruxelles ne pouvait pas vraiment intervenir dans la politique énergétique qui est le domaine des États et souverains, et ils n'aiment pas tellement que Bruxelles donne des indications là-dedans. Donc, je ne sais pas ce qui va sortir, mais enfin, c'est un effort d'avoir une politique commune de l'énergie. Et donc, c'est comment arriver. Ce document, cette consultation, doit prendre en compte la nouvelle donne sur les marchés internationaux, en particulier les différents aspects que j'ai mentionnés un peu plus tôt, mais aussi le fait que les économies européennes connaissent une période un peu de stagnation, de chômage. Donc, enfin, le message, si vous lisez la communication, c'est qu'il faut faire tout ça sans faire de mal. C'est-à-dire qu'il faut préserver la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Donc, ça ne doit coûter rien à personne. Et les questions qui sont posées dans ce document, c'est quels objectifs l'Europe doit se donner à l'horizon 2030, mais quel type d'objectifs et à quel niveau. Donc, ces mêmes questions, est-ce que réduction des émissions de CO2, c'est un bon indicateur ou non? Voilà, donc c'est très ouvert comme question. Comment avoir un ensemble d'instruments cohérents? Et là, c'est bien de rejoindre politique climat et politique énergétique pour pas qu'il y ait des contradictions entre les deux, comme on a pu l'avoir dans le passé. Et je l'ai dit, préserver la compétitivité, tout en maintenant la sécurité d'approvisionnement, et quels sont les besoins de financement et les instruments de financement. Alors ça, c'était au niveau communautaire. Entre-temps, on a déjà vu l'Allemagne, Energie 22, ça veut dire transition apparemment en allemand, je ne suis pas un expert, transition énergétique, pour sortir du nucléaire et à montrer que finalement c'est faisable et ça ne coûte pas si cher. On peut le faire en consommant moins, en utilisant plus de renouvelables. Mais ce qu'on a beaucoup reproché à l'Allemagne, c'est qu'ils comptaient beaucoup sur leurs voisins pour le faire, en particulier la France. Donc ça voudrait dire plus d'importations, surtout d'électricité en Allemagne, donc une électricité plus chère pour tout le monde, y compris pour les Français. Je dis ça parce que c'était un scénario, qu'en parlant d'intégration européenne, que j'avais essayé de mettre sur la table au milieu des années 90 devant un parterre respectable au commissariat au plan, et j'ai eu tous les industriels qui sont montés au créneau en disant pourquoi on va payer notre électricité plus cher juste pour intégrer les marchés européens et partager avec l'Allemagne. Le charbon. Péchiner, on garde notre électricité bon marché, et puis l'Allemagne... Bon, donc ça va, vous voulez faire une politique intégrée, il y a un petit problème. Donc on a reproché à l'Allemagne de dire, voilà,
Nous, on peut le faire, ça va venir d'ailleurs, mais ça va peut-être mettre un certain stress. Il va y avoir plus besoin d'interconnexion parce qu'il va falloir faire plus d'éolien. Ça vient de loin, etc. Et au même moment, comme on l'a entendu tout à l'heure, le Royaume-Uni a conclu qu'il ne pouvait pas se passer des centrales nucléaires. Donc je pense que ça dépend si on a une solidarité avec les voisins ou non. Mais l'Angleterre a décidé, de toute façon, si je peux me permettre, on a beaucoup de représentants ici qui pourront me contredire, mais de reprendre à zéro toute leur politique énergétique, y compris la libéralisation des marchés d'électricité. Alors, il y a Rio, il y a etc., etc. Tous les jours, on met quelque chose de plus sur la table. Donc, je veux dire, il y a une espèce de passage en revue de toutes les politiques sur le côté européen. Donc, évidemment, la région MENA, surtout l'Afrique du Nord, est assez proche de ces marchés, a une ressource qui peut être très utile pour les pays européens pour atteindre leurs objectifs de décarbonisation. C'est en particulier donc le solaire, c'est-à-dire renouvelable de manière générale, mais en particulier le solaire. Et donc il y a une grande discussion à chaque fois qu'on parle de ça. Est-ce qu'on va développer l'énergie solaire du Maroc et des autres pays de la région pour satisfaire les besoins locaux qui sont en forte croissance ou pour aller vers l'Europe? Pourquoi, si on a besoin de capacité de production, va-t-on envoyer cette électricité en Europe? Pour une bonne raison, c'est que l'Europe va payer un peu plus. Pour le moment ici, même si le Maroc paye plus l'électricité que certains autres pays, elle n'est pas mise sur le marché au coût, parce que le solaire, ça coûte cher. Donc, pour pouvoir se la permettre ici, il faut pouvoir un peu avoir des revenus de l'exportation. La plupart des pays de la région qui poursuivent une politique de développement, ils ont tous développé des plans solaires, on va le voir dans la slide suivante. C'est pas seulement parce qu'ils veulent réduire des émissions de CO2. Je dirais c'est surtout pas parce qu'ils veulent réduire leurs émissions de CO2, c'est quelquefois des politiques, des objectifs de politique énergétique comme la sécurité énergétique, réduction des importations, réduction de la dépendance au pétrole importé, ou permettre de libérer des ressources en hydrocarbures qui sont plus faciles à exporter. Je pense des pays comme l'Arabie saoudite, qui a le pétrole, mais s'ils développent le solaire pour leur consommation locale, ils peuvent exporter plus de pétrole. Et ça, c'est beaucoup plus facile à exporter qu'autre chose. Mais les énergies renouvelables sont aussi vues comme un élément de politique industrielle qui permettront de développer un tissu industriel local, donc créer de la valeur pour l'économie, de nouvelles industries et des emplois. Et ça, c'est à peu près vu, c'est ce qu'on appelle l'intégration industrielle. Ça domine dans le plan solaire algérien, aussi bien que marocain, que dans les autres pays. Donc il faut bien voir que ce n'est pas motivé que pour des raisons de réduction des émissions de CO2 ou d'indépendance énergétique. Donc comme je le disais, oui, bon, ça c'est juste pour vous montrer que si vous regardez tout le tour de la Méditerranée, c'est un graphique avec les données de l'Observatoire méditerranéen de l'énergie, comme l'AIE, ils font des prévisions, et que, comme je vous l'ai dit, la croissance de la consommation d'énergie se fera dans le sud de la Méditerranée plutôt que dans le nord, dans ce cas-là. C'est pour deux scénarios, un ce qu'ils appellent tendance actuelle, scénario de base, et l'autre qui suppose des efforts d'efficacité énergétique supérieurs. Et ça, ce sont les objectifs de renouvelables pour plusieurs des pays de la rive sud. Vous voyez le Maroc, je vais revenir un peu sur le Maroc, elle est 6000 mégawatts, c'est 2000 éoliens, 2000 solaires, 2000 hydrauliques. Il y a l'Algérie qui a des objectifs ambitieux. Alors la Libye figure ici, mais depuis a annoncé des objectifs plus ambitieux, surtout s'ils visent l'exportation. Donc on m'avait demandé au départ de dire quelques mots sur l'énergie éolienne et solaire au Maroc. Ça fait partie donc de la nouvelle stratégie énergie qui envisage 2000 mégawatts d'éoliennes installées à l'horizon 2020. Et ce que vous avez sur cette carte, c'est les parcs éoliens déjà en place, les bleus ou en cours de développement. Et il y a le nouveau programme qui s'appelle le plan éolien intégré, qui est lancé par l'ONE sous forme de PPP, de partenariat public-privé, avec un fort taux de contenu local. Et donc pour ça, vous avez le détail du plan éolien avec
Alors bien sûr, avec la nouvelle loi renouvelable, ça libéralise la production renouvelable. Donc en principe, tout et chacun peut juste obtenir une autorisation et faire un parc éolien et le vendre à qui il veut. Je ne pense pas que ce soit facile tous les jours, mais en principe, la loi permet l'accès au réseau pour pouvoir vendre à d'autres utilisateurs qui font partie, par exemple si c'est Lafarge, du même groupe ou d'autres. Le plan solaire marocain consiste en 5 centrales solaires CSP. Il y a aussi des programmes PV, photovoltaïques, pour 2000 MW d'ici 2020. Et la centrale de Ouarzazate est la première pierre de ce plan solaire marocain, la Ouarzazate 1, dont vous voyez beaucoup dans la presse en ce moment parce que la construction va démarrer de manière imminente. Donc c'est les premiers 160 MW de la centrale de 500 MW et c'est un peu une première dans le monde parce que c'est un montage un peu particulier sur un partenariat public-privé, mais uniquement avec des fonds, des bailleurs de fonds multilatéraux comme la Banque mondiale et un montant du fonds technologie propre qui sont des prêts très concessionnels et donc qui a eu aussi plusieurs dons et qui aussi obtenu, ça s'est fait par appel d'offres, des résultats 30% inférieurs aux estimations initiales qui montent donc, savoir d'où ça vient exactement c'est difficile, mais semblerait montrer un déclin du coût du CSP, que peut faire jouer la concurrence et obtenir des prix plus bas que ce qu'on attend, et puis le financement qui était très intéressant a permis aussi d'avoir ces prix plus bas. Donc c'est Aqua d'Arabie Saoudite qui a remporté le contrat avec des constructeurs espagnols. Alors, bon, là c'est le Maroc, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on peut envisager une plateforme régionale, une plateforme entre le Maroc, peut-être aussi la Tunisie, qui est proche de l'Europe, le Maghreb, qui serait une plateforme entre la région MENA et l'Europe pour l'échange des énergies renouvelables. Je dis échange, en fait, c'est l'exportation vers l'Europe. Parlons d'échange pour le moment. Certains disent même entre toute l'Afrique et l'Europe. Donc, le Maroc est déjà connecté à l'Europe au travers de l'Espagne, puisqu'il y a une interconnexion de 1400 MW. On parle d'une troisième, qui pour le moment transporte du courant de l'Espagne vers le Maroc. Donc, si on se mettait à exporter de l'électricité renouvelable à fort volume, il y aurait des échanges peut-être dans les deux sens ou dans le sens sud-nord. Alors, donc, si on a un objectif important de développement des renouvelables, l'intégration régionale est intéressante parce qu'elle permet de faire face justement à cette difficulté que présentent les énergies renouvelables, c'est l'intermittence. C'est que malheureusement, avec les énergies renouvelables, on doit les prendre quand elles sont disponibles et pas forcément quand on les veut. L'électricité ne se stocke pas, comme vous le savez tous. En plus, les consommateurs ont pris l'habitude de l'avoir sous la main quand ils veulent. Il n'y a pas un seul pays, même dans les pays en voie de développement, qui envisage de ne pas avoir d'électricité. D'ailleurs, on peut même plus faire une chaudière à fioul quelquefois sans électricité parce que tous les automatismes... je pense que vous vous souvenez tous du blackout de l'Italie de septembre 2003, je crois, 50 millions de consommateurs coupés. On a eu le New Jersey, vous savez les crises que ça crée quand il y a un blackout. Donc il y a cette difficulté. L'avantage, c'est qu'il est plus facile d'intégrer un haut niveau d'énergie renouvelable dans un grand marché électrique qu'un petit marché électrique. C'est l'effet portefeuille, la loi des grands nombres qui fait toujours merveille. Et si le portefeuille est diversifié, vous avez déjà plus de chances d'avoir une énergie qui va compléter et du coup, il vous faut une réserve. Si vous mettez du renouvelable sur une île qui est petite, c'est pour ça que la Grèce a des problèmes de le faire, il va vouloir une réserve presque aussi importante que vos capacités renouvelables. Si vous mettez dans un grand système électrique diversifié, vous aurez en général une autre manière de couvrir les aléas. En fait, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais oui, le fait qu'on peut ne pas avoir d'éolien et de solaire en même temps, d'après les Espagnols, c'est pas vrai. Ils ont montré statistiquement, ce que je trouve très intéressant, qu'il y a une corrélation négative entre la disponibilité d'éolien, donc le vent, et le solaire.
Moi, j'aurais pas pensé, mais c'est statistiquement prouvé. Donc, vous pouvez compenser vos manques d'énergie éolienne par le fait que vous avez du soleil et vice-versa. Je pense que quand vous avez du nuage, vous avez souvent du vent et pas de soleil. Enfin, je sais pas, mais c'est statistiquement prouvé. Donc, il est mieux d'avoir... oui, je crois que c'est ce que je montrais dans la salle d'après. Donc, vous avez diversifié l'utilisation du portefeuille. Vous avez ce qu'on appelle en jargon électrique la flexibilité du système. On développe des indicateurs. Et il y a une autre chose intéressante, c'est que vous avez une zone géographique qui se distribue de l'est à l'ouest. Vous avez encore du soleil au Maroc, quand on arrive à la pointe de la Tunisie. En fait, maintenant, c'est une pointe de midi, c'est plus une pointe du soir. Mais quand il y avait la pointe du soir, il n'y a que Maroc, il n'y a plus personne pour le couvrir au milieu de l'Atlantique. Donc, ensuite, vous avez des courbes de charge lissées, puisque vous avez les pointes qui sont à des moments différents. Enfin, c'est toujours bien d'agréger quand on fait de l'électricité, c'est plus facile à faire. Donc, il faut bien sûr pouvoir connecter ces marchés. C'est pour ça qu'on voit un nombre de programmes qui se multiplient, qui pullulent, pour développer des interconnexions au travers de la Méditerranée, mais aussi entre les pays du sud de la Méditerranée. Et je ne sais pas si tous les gens ont été regarder les statistiques pour voir que les taux d'utilisation varient entre 5 et 10% pour les interconnexions qui existent, mais on dit qu'on va en investir un peu plus. Moi, je me dis que quelquefois, ça coûte cher si on ne va rien mettre dedans. Et on a un certain nombre de corridors prévus entre le rive sud et nord. Je pense que l'Europe aura besoin à un moment donné du solaire de l'Afrique du Nord et des renouvelables, mais peut-être pas, vu la crise actuelle, peut-être pas avant 2030-2040. Donc c'est vrai que ça met du temps de construire les lignes sous la mer et surtout à des grandes profondeurs. Alors il paraît qu'en attendant, les interconnexions vont fonctionner dans l'autre sens, puisque c'est les pays de la rive sud qui manquent de capacité de production. En tous les cas, pour intégrer les marchés, il faut des lignes et il faut aussi des marchés qui fonctionnent entre eux. Parce que pour le moment, l'Europe a harmonisé le fonctionnement des différents pays, mais ce n'est pas le cas pour les autres pays du pourtour de la Méditerranée. Donc il faut harmoniser les règles de fonctionnement des marchés pour que les échanges se fassent bien. Il faut des coopérations entre les gestionnaires de réseau. Certains vous disent même un gestionnaire de réseau régional. Pour l'Europe, on a parlé de faire un seul gestionnaire de réseau. Je vous signale que l'Allemagne en a encore toujours 3. Certains pays ont leur régulateur, enfin je veux dire dans le sud, dans le nord ils l'ont tous. Les pays du sud, de la rive sud, n'ont pas tous leur régulateur, mais certains vous diront même qu'il faut mieux un régulateur régional, puisqu'il y a maintenant une entité européenne de régulation. C'est un peu comme aux États-Unis, où vous avez la régulation fédérale et par État. Et puis, en principe, il faudrait une certaine harmonisation des prix pour que les échanges se fassent de manière facile. Ça, c'est pas gagné d'avance, parce que la dernière réunion qu'on a eue à ce sujet de Medgrid, il m'a semblé entendre par certains pays de dire les prix, on fait ce qu'on veut, c'est notre énergie, surtout pour les producteurs de pétrole et de gaz. Personne ne va nous dire à combien on doit la vendre aux gens de notre pays. Je pense que faire une harmonisation sans réfléchir à la formation des prix. Donc, le solaire, pour être un peu, puisqu'on parle beaucoup de ce marché méditerranéen, mais surtout, par exemple, le marché Maghreb, il va y avoir une ministérielle qui arrive, et le solaire pour être le moteur de l'intégration et de la création de l'Union maghrébine. De la même manière, en fait, je vous rappelle, c'était le charbon qui a été à l'origine de l'Union européenne, qui maintenant fonctionne à 27, et qui était beaucoup plus petite au départ, mais qui est partie pour ça. Alors, bien sûr, tout le monde s'est dit, c'est une opportunité extraordinaire. Donc, et ça, je crois que j'en ai oublié au moins une demi-douzaine. Mais les initiatives qui s'appellent Méditerranée, elles pullulent aussi. Donc, on a l'Union pour la Méditerranée, bien sûr. On a le plan solaire méditerranéen. On a la charte européenne. On a la Ligue arabe, on a, je ne sais plus, j'en oublie toujours. Maintenant, j'ai été samedi dernier, l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, parce qu'on ne va pas juste aller aussi au gouvernement, il y a les parlements, il y a tous les financiers, la BEI, la BERD, la Banque mondiale, les gestionnaires de réseau avec le MEDSO, les régulateurs avec MEDREC, les agences de maîtrise de l'énergie avec MEDNER, il y a un autre MEDREC qui je ne sais plus quoi, il y a Desertec, il y a Medgrid pour les réseaux, mais Desertec c'est pour la partie production, et
paving the way pour le plan solaire méditerranéen. Je suis sûr que j'en oublie d'autres, mais donc je me dis qu'on pourrait peut-être avoir une petite consolidation, mais avec toutes ces initiatives, on va quand même arriver à créer cette Méditerranée et en principe, elle devrait être au bénéfice d'une énergie décarbonisée à moindre coût. C'est les basiques du principe d'optimisation. Je n'ai pas pu vous demander quel type de modèle vous avez, mais c'est clair. Et si vous avez des contraintes d'échange entre pays, mais plus vous libérez les échanges entre pays, moins ça coûtera cher d'atteindre des objectifs de décarbonisation. Donc il faut arriver à le faire ensemble pour pouvoir partager les énergies les moins chères et utiliser ce qui coûte le moins cher à chaque instant. Ce dont on peut être sûr, c'est que ça ne va pas être facile et qu'on aura entre-temps des marchés plus complexes et plus de volatilité parce qu'en général, des marchés, les renouvelables sont par elles-mêmes une source de volatilité. Vous avez une énergie à coût marginal zéro, ce qui est très bien, mais quand elle n'est plus là, elle n'est plus là. Donc vous allez à l'infini. Pardon, ça c'est l'infini. Donc sur ces entrefaites, je vous laisse réfléchir à la question. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire de la salle? Henri? Oui, merci beaucoup pour cet intéressant exposé. Je voulais revenir sur la question de la réexportation d'énergie verte du sud au nord, parce que moi, en tant que financier et des infrastructures et des unités de production au sud de la Méditerranée, puisque je suis de la BUI, je le rappelle, je reste quand même terriblement sceptique. Vous avez cité Ouarzazate qui s'inaugure demain, qui aura quand même eu 30% de subventions sur le financement de l'usine. C'est-à-dire qu'on a décidé non pas de subventionner le prix du kilowattheure sorti de l'usine, mais de subventionner le coût de l'investissement. L'Europe aura investi 300 millions d'euros sous forme de BUI, KfW, AFD. Le contribuable européen aura rajouté 80 millions d'euros. Le CTF, comme vous le disiez, a quasiment 197 millions de dollars. 197 millions de dollars. Donc je veux dire, ça va bien pour la tranche 1, ça n'ira pas pour la tranche 2. Néanmoins, même comme ça, le kilowatt sort à 18 centimes. 18 centimes dans un pays où on vend le kilowatt au consommateur, en mettant les choses au mieux, à 4 centimes. 11. Oui. Ouais. Bon. Et alors, on parle de vous l'exporter en Europe. Bon. Il y a un interconnecteur qui est pour l'instant saturé dans le sens nord-sud et pas sud-nord. Donc il faut trouver de la place. Ensuite, il faut faire traverser cet électron vert pour atteindre la France, par exemple, puisque l'Espagne a déjà trop d'électrons verts. Bon. Et donc elle ne veut pas en acheter, elle. Les Français sont prêts à en acheter à condition qu'on identifie les électrons verts, de toute façon ça rentre dans leurs statistiques. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas dire que ça améliore les statistiques européennes, mais que la France, elle, augmente sa part d'énergie verte, etc., etc. Bref, j'avais participé à une discussion au Trésor où on avait modélisé le truc. Ça faisait que le kilowatt arrivait en France à 26 centimes. Coût de transport compris, etc., etc. Location des infrastructures. Bon. Ok, tout ça, est-ce que vous croyez que l'abonné d'EDF que je suis va accepter de voir continuer à augmenter son prix de l'électricité à 2 fois ou 3 fois l'inflation tous les ans pour favoriser de l'énergie renouvelable et en plus favoriser de l'énergie renouvelable venant du Sud? Si on commence à lui dire ça, à mon avis, il va quand même se poser un problème, hein, et un problème d'acceptation. Donc je voulais simplement faire part de mon scepticisme, même si je suis d'accord avec beaucoup d'éléments de votre présentation, madame, et notamment sur la nécessité de créer un espace intégré de l'énergie en Méditerranée. C'est donc plus un commentaire qu'autre chose. Je peux répondre quand même ou c'est impossible? Vous touchez à mes sujets préférés parce que de toute façon, il s'avère que je suis le chef projet de Ouarzazate pour la Banque mondiale, je le fus, et que j'ai écrit le plan d'investissement pour le Fonds de technologie propre et j'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'exportation. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse et rien n'est jamais statique malheureusement. Je crois que c'est ce qu'on disait au début. Même quand on croit qu'on a tout saisi, ça change. Bon, c'est ça qui rend la vie intéressante, hein.
Quand vous parlez de 30% de subvention, vous faites référence à la FIV et le don allemand uniquement, parce que ça, à ma connaissance, ça ne monte pas tout à fait à 30%. Non, c'est beaucoup moins que ça. Le CTF est un prêt, et ce n'était pas un don. Alors, le financement, en fait, Bazen étant très fort, a levé à peu près 50% de plus de financement que nécessaire. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Là-dessus, il y avait effectivement un don de 35 millions d'euros de la FIV et 30 millions d'euros de l'Allemagne. Donc, et ensuite, il y a eu un prêt très conférentiel, mais si vous mettez la somme de tout ce qui a été donné, c'était plus que le coût d'investissement final après le bidding, puisqu'il s'est avéré que c'était 30% inférieur à ce qui avait été estimé. Donc il y a même un surplus qui va être basculé sur Ouarzazate 2. Donc il s'avère qu'à 18 centimes, comme vous l'avez dit, alors que c'était prévu, ça avait été estimé à 24, on est quand même en dessous. Maintenant, on a fait ces calculs et je vous encourage à aller regarder le plan d'investissement, la version précédente, où on a fait une courbe d'offres et demandes de besoins de renouvelables en Europe pour atteindre les objectifs de la directive 20-20-20 et au-delà pour aller à la décarbonisation. Premièrement, 20-20-20, l'horizon 2020, déjà à l'époque, donc c'était 2010, n'avait pas vraiment besoin de l'Afrique du Nord. Maintenant, je vous dis, on a tout poussé d'environ 10 ans dans le temps. Donc, c'est bien ce que j'ai dit, de mon point de vue, avant 2030, au mieux, et même plus tard, on n'a pas besoin d'électricité. On a fait Ouarzazate 1, qui, de la vie en général de tout le monde, a bien montré un succès. Enfin, je veux dire, ça c'est une autre présentation que j'ai, je peux faire une autre fois, qui montre pourquoi c'est un succès. Je vous la donnerai, je vous l'enverrai. Mais non, on a deux possibilités. On peut dire, on arrête tout, et on revient dans 10 ans ou 15 ans, et on n'aurait pas du tout ces avantages. Nous avons fait approuver vendredi dernier, justement, le vendredi 2 mai, une nouvelle tranche pour le Maroc, pour Ouarzazate 2, de 220 millions de dollars, encore du Fonds Technologie Propre. On a révisé donc le document, le plan d'investissement, où on a dit exactement ça. Voilà, on est à un point de retour. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on pense, c'est la fameuse vallée de la mort, qu'il faut la sauter. Donc il faut, si on croit au CSP, je pense qu'Alstom et pour et d'autres, il faut continuer parce qu'on a fait un démarrage sur une nouvelle technologie qui est prometteuse pour l'ensemble du monde. C'est un risque à prendre. Ensemble, les financiers, la B8 à nos côtés, et comme d'autres. Alors, le financement de Ouarzazate 2, puis après, je vais vous parler des prix. Heureusement pour nous, on a déjà 640 millions d'euros. C'est une question qui va pas être de refaire un autre. Bon, d'accord. Alors, je vais donner la parole à Pascal Colombani, ensuite je vais pas même. On peut s'arrêter. Pas vous interrompre, moi, hein, c'est lui qui l'a fait. Hein. J'ai pas de problème. Il a bien vu que je pouvais être bavard, alors... Je vais trouver votre exposé très intéressant, en particulier l'idée d'avoir une sorte de communauté d'Afrique du Nord de production d'énergie. Mais je me demande finalement, après vous avoir écouté, et étant contribuable européen, etc., je me demande si finalement on ne ferait pas mieux de faire ça autour du gaz plutôt qu'autour du solaire. Parce que, si vous voulez... Bon, alors vous allez me dire, bien sûr, c'est pas le sujet. En Europe, on a l'objectif 20-20-20, on se demande d'ailleurs d'où ça sort. On a l'objectif 2050, on se demande aussi d'où ça sort d'ailleurs. Bon, mais si vous voulez... Tout ça, finalement, c'est quand même, me semble-t-il, méconnaître un peu les réalités, où finalement, ici, ce qu'on cherche, c'est avoir de l'énergie à bas coût le plus vite possible. Et puis après, peut-être qu'on en reviendra à faire des choses qui nécessitent finalement des investissements très importants et totalement subventionnés, ou pratiquement. Donc je ne sais pas. Hein, vous voyez, je comprends hein, la démarche, mais elle m'inquiète, elle m'intéresse et en même temps elle m'inquiète beaucoup. Moi, je voudrais vous faire un commentaire. Vous avez une vision tout à fait angélique de la transition énergétique en Allemagne. Est-ce que vous savez que l'Allemagne continue à brûler du charbon et de la lignite pour faire la moitié? C'est pas de l'énergie renouvelable, ça. Bon. Leur position contre le nucléaire, elle est purement métaphysique. Hein, et ils ont un énorme problème de transport d'électricité entre le nord et le sud qui va coûter très cher. Et en ce qui concerne l'exportation de l'électricité, qu'elle soit solaire ou pas, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Europe, excusez-moi, chaque Européen, chaque Français, chaque Suisse ou chaque Japonais a droit à 9000 kWh par an.
chaque Africain, en moyenne, 1000 kWh par an. Et le Maghreb est à peu près dans cette moyenne. Même l'Afrique du Sud a 2000. Par conséquent, il y a un énorme besoin pour le développement d'avoir de l'énergie ici. Et je pense que cette histoire qui est à la base, c'est les écologistes allemands, qui sont d'ailleurs en train de se dégager. Siemens et les autres ont décidé que ce n'était pas rentable. Bon. Et je pense que vous devriez songer plus au développement des pays du Sud, et en particulier du Maroc, qui effectivement a un problème que le pétrole est très cher, hein, et que par conséquent il faut trouver les substituts, mais ça peut très bien être de l'énergie hydraulique qui vient d'Afrique subsaharienne dans 10 ans, et certainement, vous ne pouvez pas avoir, et là je crois que vous l'avez dit, j'en suis d'accord, si vous n'avez pas une interconnexion entre les 3 pays du Maghreb qui ne veulent même pas se parler, eh bien vous ne pourrez jamais avoir un réseau rentable dans chacun des 3 pays. Et je n'ai pas dit que j'ai contesté ça, j'ai dit ça a un coût. Non, mais vous dites l'énergie solaire. Vous pouvez faire, on avait construit une espèce de courbe en cloche en disant, bon, il faut au début avoir la baisse des coûts. Donc, vous commencez par des dons, des prêts concessionnels. Après, vous avez, si vous exportez, ça vous porte des revenus. Et l'idée, c'est d'avoir développé suffisamment massivement pour que le coût baisse. Et après, les pays peuvent se le permettre. C'est-à-dire comme ça, la technologie, c'est un problème plutôt de développement de technologie que de croyance qu'il faille garder ou exporter. Même si vous regardez, on l'a été regardé dans certains scénarios, importer de Inga vers le Maroc, c'est un coût encore plus élevé. Et c'est-à-dire que quand on dit l'Afrique peut intégrer l'Afrique du Nord et l'Afrique sous-saharienne au point de vue énergétique est un coût énorme, même pas faisable techniquement. Donc il faut faire les choses graduellement. Et nous gardons au contraire, je pense que la Banque mondiale donne en priorité de combattre la pauvreté. Notre président dit toujours. Donc l'idée, c'est beaucoup plus de rendre cette technologie abordable pour tout le monde. Et c'est l'endroit au monde qui est le plus approprié pour la développer à cause de la ressource, plus de la proximité des marchés qui peuvent la payer. Donc l'idée, c'est un peu d'en faire un laboratoire. Maintenant, ça se fait aussi en Afrique du Sud, en Inde, et les grands pays sont l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Arabie Saoudite et puis le Maroc qui font le développer la technologie. Donc, de développer cette technologie qui est pour tous les pays du monde, bien public, au moindre coût pour l'ensemble du monde. Donc ici, c'est tout le monde paye un petit peu pour que, plus long terme, les pays de la région puissent se le permettre. C'est tout à fait cette vision. C'est pas le contraire que... Excusez-moi, mais je crois qu'on ne peut pas se permettre, nous, au Maroc, d'être un laboratoire pour ces essais-là. Je serais tout à fait d'accord si on est un laboratoire pour construire une centrale nucléaire. On sait que ça va marcher, on sait que c'est une horloge suisse perfectionnée et on connaît le résultat derrière. Mais de là, je pense que vous connaissez très très bien le Maroc. Alors, pas la peine que je vous donne les statistiques, vous les connaissez, le nombre de manifestations, le nombre de problèmes qu'on a eu à cause des factures d'électricité. Alors, si on doit multiplier cette facture par uniquement 20%, l'augmenter au moins de 20%, je pense qu'on aura des problèmes. Transporter l'électricité, c'est très bien. Moi, dans cette vision de partage et de globaliser les choses, je suis tout à fait d'accord, je suis pour Ouarzazate, etc. Mais c'est une option. Il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Ce n'est pas la voie pour notre développement économique. Si on veut le faire rapidement. C'est une voie de confort, c'est une voie aussi pour une consommation locale, ponctuelle. Donc, et notre développement dépendra de cet apport d'énergie. Plus on augmentera l'énergie, le prix de l'énergie, plus notre développement va encore accuser du retard et les problèmes sociaux qui s'en suivent. Je vous remercie.